Donc effectivement, je vais vous parler d'imagerie par onde acoustique. Comme ça a été signalé dans l'introduction par les académiciens ici présents, on est aux frontières du calcul très haute performance, mais aussi, plus récemment, un nouveau problème qui est celui des gros volumes de données, puisque nos collègues qui travaillent en instrumentation, en acquisition de données, en laboratoire ou sur le terrain, ont eux aussi fait des progrès, eux aussi ont des ordinateurs et de l'électronique plus puissante. Donc, on va essayer de combiner des calculs plus gros, l'utilisation aussi de plus gros volumes de données. Dit autrement, si on faisait des calculs très gros sur peu de données, on aurait éventuellement des images pas suffisamment haute qualité. Parmi les domaines d'application, alors bien sûr, c'est non exhaustif. Là, j'ai cité surtout ceux qui sont en mécanique, comme c'est le thème aujourd'hui. Dans les travaux que moi j'ai menés avec différents collègues au cours de ma carrière, j'ai pu regarder essentiellement 3 thèmes qui partagent le même type d'équation. La sismique et la sismologie, c'est-à-dire les tremblements de terre et leurs dégâts, mais aussi ce que font les industries pétrolières pour trouver du pétrole, c'est-à-dire qu'elles génèrent des explosions ou des bulles d'air qui sont ni plus ni moins que des mini tout petits tremblements de terre qui ne font pas de dégâts, mais qui envoient des ondes. Donc on peut faire des images du sous-sol avec ces ondes, et c'est un des rares moyens qu'on ait, puisque on ne peut pas ouvrir la Terre en deux facilement. On peut faire des petits forages, mais ça coûte très cher et ça ne va pas très profond. Donc finalement, un de nos meilleurs moyens d'accès à la structure de la Terre, c'est l'utilisation de ces ondes sismiques. Donc malheureusement, elles ont un impact négatif sur les populations en cas de tremblement de terre, mais elles ont un impact positif sur la connaissance qu'on en a de sa structure et de comment mieux construire. Un deuxième thème qui s'est beaucoup développé aussi avec tout ce qui est sonar et puis aussi le domaine militaire, c'est l'acoustique sous-marine. Et puis un troisième thème d'intérêt, c'est le contrôle non destructif des matériaux. Si vous avez des ouvrages en béton, des pièces industrielles en sortie d'usine, vous pouvez être tenté de savoir si elles ont un défaut ou pas. Si c'est une pièce, on la refait. Si c'est un béton, on va le consolider ou le traiter. Et pour ça, pareil, on ne va pas avoir forcément envie ou la capacité financière ou industrielle de détruire la pièce pour voir si elle a un défaut et dire après, il n'y en avait pas. Donc le contrôle non destructif par méthode acoustique est très utilisé. Alors, par rapport à mes collègues qui vont parler après, j'ai une particularité, quand je disais c'est notre communauté a une particularité, c'est que nos équations de départ sont assez simples. On utilise l'élastodynamique linéaire. En fait, la difficulté du problème va venir de la taille des problèmes, la taille des données, mais pas tant que ça de l'équation elle-même. Donc ici, on a en fait la densité du matériau fois le vecteur accélération qui est égal ici à l'expression de la loi de Hooke qui calcule les contraintes. Mais ces lois sont linéaires, donc on est dans de l'acoustique ou de l'élastodynamique linéaire standard. Une particularité du groupe dans lequel je travaille, c'est que nous, on utilise plutôt des méthodes de type élément fini pour leur flexibilité géométrique, je vais revenir dessus, et leur puissance. Donc, on fait une formulation variationnelle, une intégration par partie, en fait, de ce système. Et on travaille dans le domaine temporel. Dans ces types d'équations, il y a un peu 2 écoles. Il y a les gens qui travaillent dans le domaine fréquentiel, où l'écriture est plus naturelle, mais moins facile à faire sur les très gros ordinateurs. Du point de vue programmation, on les sature plus vite. Et l'écriture en temps, qui est peut-être un peu moins élégante ou moins facile à manier, mais qui s'étend plus facilement aux très très grosses machines. Et en fait, on a aussi souvent une prise en compte de la dissipation d'énergie dans les matériaux. Ça dépend des échelles où on travaille, mais dans certains problèmes industriels ou dans certains problèmes de contrôle, voire en imagerie médicale, dont je parlerai très peu aujourd'hui, l'atténuation, la perte d'énergie au cours de la propagation est importante. Donc ça peut se faire aussi. Je ne rentrerai pas évidemment trop dans les détails techniques, mais c'est des choses qui de nos jours sont assez bien maîtrisées. Une autre particularité des problèmes qu'on regarde, c'est qu'ils sont souvent couplés entre un fluide et un solide. Dans le cas de la Terre, le noyau externe de la Terre est liquide. Le cœur de la Terre est solide et le manteau terrestre est également solide. Donc vous êtes dans une sorte de sandwich sphérique, solide au centre, fluide au milieu et solide à l'extérieur. Et donc il va y avoir des interfaces qui ont une importance très, très fondamentale pour les gens qui essayent de comprendre la géodynamique de la Terre, qui sont l'interface entre le noyau et le manteau, ou le noyau, enfin la graine de la Terre et
le noyau externe. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes d'étudier. Et pareil, pour étudier ces zones-là, les ondes sismiques sont un bon moyen. Donc dans ces cas-là, comme on insiste aujourd'hui sur l'aspect calcul, on n'en est pas encore à une situation où les ordinateurs seraient suffisamment puissants pour qu'on puisse tout discrétiser avec autant de variables qu'on veut sans faire attention à ne pas gaspiller trop de mémoire ou de temps de calcul. Donc on utilise encore une petite astuce qui est d'utiliser la pression. Ce n'est pas une astuce, mais disons une simplification informatique. Au lieu d'utiliser un vecteur déplacement, on va utiliser un scalaire. Et donc on a 3 fois moins d'inconnus, 3 fois moins de mémoire à utiliser. J'insiste là-dessus pas tant pour le fait que ça complique les programmes, parce qu'en gros, il faut écrire des programmes pour les solides et d'autres programmes pour le liquide. Donc c'est un peu pénible, mais ça, à la limite, c'est notre boulot. Mais c'est surtout pour le fait qu'on n'en est pas encore à pouvoir dire, bon, ben, on discrétise tout finement partout sans réfléchir, et puis de toute façon, les ordinateurs sont assez gros. Ils sont très gros, mais il y a encore quelques années où il faut réfléchir à ne pas gaspiller. Dans ces formulations, les formulations donc en potentiel scalaire de type pression dans un fluide ne sont pas très chères, elles sont 3 fois moins chères en stockage. Et puis le couplage reste aisé, alors on a une intégrale de couplage en fait entre les zones fluides et les zones solides, où on va raccorder la pression et la vitesse normale. Donc en fait, après, le système final est bien fluide-solide avec les bonnes conditions de raccord aux interfaces, mais on le traite en 2 étapes avec 2 bouts de logiciel différents. Alors depuis mes travaux, là ça commence à remonter à ma thèse, donc ça fait un peu loin, qui ont été faits ici à l'Institut de géophysique, enfin ici, à côté d'ici, à l'Institut de physique du globe de Paris, a été développée une méthode qui s'appelle la méthode des éléments finis spectraux, qui est en fait une méthode intermédiaire entre, on va dire, des éléments finis classiques d'ordre faible et des méthodes pseudospectrales de type Legendre ou Tchebychev, qui elles sont plus précises, sur des grands domaines, mais moins flexibles du point de vue géométrique. Donc notre idée, ça a été de dire, on va avoir des objets qui sont intrinsèquement 3D, on veut dire des choses sur leur structure interne, sur leur forme. Donc il faut qu'on soit capable de décrire des objets de forme complexe, mais il faut qu'on soit précis, parce que si on va prendre des gros ordinateurs à très haute fréquence, ce n'est pas pour sortir des images lisses, il faut que la précision suive, si vous voulez. Donc dès le début, il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé ces travaux-là, qui étaient issus d'autres groupes qui avaient travaillé en mécanique des fluides, on s'est dit, tiens, ben pourquoi pas prendre en fait des gros éléments finis. C'est-à-dire les éléments finis, c'est pas forcément suffisamment précis pour notre application, mais c'est très flexible. Les méthodes pseudospectrales, c'est pas très flexible, mais c'est très précis. Ben, on va combiner les deux. Et alors pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'en fait, dès le départ, la communauté s'est dit, il va falloir qu'on s'adapte aux ordinateurs modernes, parallèles. C'est-à-dire qu'un seul ordinateur dans votre bureau ne pourra jamais, à l'époque ne pouvait pas, calculer des objets à 3D, c'était trop petit. Donc il va falloir en prendre des centaines, voire des milliers. Donc plutôt que de sophistiquer certains aspects mathématiques, il peut être parfois intéressant de dégrader légèrement les maths, par exemple de diagonaliser la matrice de masse, qui est une opération approchée, non exacte, mais de compenser en prenant énormément d'ordinateurs, parce qu'une méthode dégradée comme ça légèrement, dans laquelle, par exemple, on n'aurait pas de système linéaire à résoudre, elle va s'adapter extrêmement bien aux ordinateurs, et on va pouvoir en prendre 1000, 2000, 10 000, parfois 100 000, parfois il nous est arrivé, dans certains cas, d'en prendre presque 500 ou 600 000 à la fois, sur Internet ou dans des centres spécialisés. Et donc, voilà, dès le début, il a été important de se dire, si on veut faire des objets à 3 dimensions, il faut penser informatique haute performance. Quand je dis ça, si on se revoit dans 30 ans, peut-être que ça tournera sur une machine de bureau. Il faut rester modeste. Je ne suis pas en train de dire que ça sera vrai tout le temps. Il est possible que la puissance exponentielle, l'augmentation exponentielle de la puissance des machines fasse qu'un jour ça tournera sur des machines portables, mais on n'en est pas encore là. On commence à en être pour certains problèmes 3D, pas très loin de là. Les signes vont dans le bon sens. Donc nous, bon, on a développé un logiciel qui s'appelle SpecFM 3D, j'en fais pas spécialement la pub ici, mais je vais quand même faire la pub pour le modèle de construction qu'on a utilisé, qui est de le mettre en logiciel ouvert, open source, comme on dit en anglais, sur Internet, parce qu'au début, c'était les travaux ici à l'Institut de physique du globe, on ne pensait pas forcément que ça intéresserait grand monde. Et quand on a fait ça, finalement, en une vingtaine d'années, les chercheurs qui aiment déjà travailler ensemble, discuter, comme on disait du point de vue
pas fermer les frontières, mais au contraire plutôt les ouvrir pour discuter ouvertement avec nos collègues. Ça reste important. Et puis on aime aussi ne pas forcément gaspiller notre temps à refaire des outils existants, si des collègues sérieux en ont fait, qu'on peut juste compléter incrémentalement. Donc en fait, ce modèle ouvert, on n'est bien sûr pas les seuls à l'utiliser, mais on en fait la pub parce qu'effectivement, au cours des années, de nouveaux problèmes sont apparus et il arrive assez fréquemment que des collègues étrangers qu'on ne connaît pas nous contactent en disant « Avec votre logiciel, on pense qu'on pourrait faire tel projet, mais il faut le modifier un peu. Est-ce que vous pouvez travailler avec nous ?» Et ça donne souvent des collaborations, de nouvelles idées. Donc ce brassage d'idées, il est vraiment crucial. Et effectivement, politiquement, il est important de le rappeler à certains moments de l'histoire. Après, alors, une autre évolution, j'avais fait un exposé il y a quelques années ici où j'avais surtout parlé de la modélisation, de la propagation des ondes et des tremblements de terre. De nos jours, en fait, la technologie et les méthodes numériques et la connaissance des données a suffisamment avancé pour qu'on puisse en être maintenant à faire des problèmes itératifs d'imagerie. Alors, quelle est la différence? Personne n'a ouvert la Terre en deux pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, si vous avez un tremblement de terre, dans un bassin sédimentaire, par exemple, vous avez une idée faite par les géologues de où passent les différentes structures. Mais c'est une idée qui est très bonne, mais qui n'est pas infiniment précise. Vous avez un vrai tremblement de terre qui, lui, s'est propagé dans la vraie structure, et vous enregistrez des vraies données. Et vous pouvez, sur ordinateur, faire un calcul de ces deux données comme ça, la même propagation du même tremblement de terre, mais sur un modèle un peu faux, puisque le modèle vrai, vous ne le connaissez pas. Donc en fait, si vous faites ensuite la différence entre les vraies données observées sur le terrain et le calcul que vous avez fait sur votre connaissance actuelle du modèle, c'est-à-dire sur un modèle légèrement faux, cette différence, elle vous dit quelque chose sur comment il va falloir améliorer votre modèle pour le faire mieux coller aux vraies données. C'est-à-dire c'est un problème itératif, c'est un problème qu'on appelle inverse. Vous dites, je sais ce que je dois trouver, mon modèle ne le permet pas, ben modifions mon modèle jusqu'à ce qu'il le permette de mieux en mieux. Et donc, on peut construire ce qu'on appelle une fonction écart entre les données réelles et des données synthétiques sur un modèle un peu faux. Et ensuite, on peut faire des méthodes d'optimisation ou de sensibilité à ça qui nous permettent de construire des noyaux mathématiques qui nous disent en fait à quel endroit le modèle est le plus faux, à quel endroit il faut aller le modifier, de quelle quantité il faut le modifier. Et petit à petit, comme ça en itérant, on va dire ben, le modèle à l'itération 2, il est un peu meilleur. L'accord aux données, il est meilleur. Puis on va passer à l'itération 3, ça sera encore un peu meilleur. Et après 15, 20 ou 30 itérations, ça va éventuellement devenir un modèle beaucoup plus proche de la réalité. Donc c'est des méthodes assez proches d'autres techniques qui viennent de l'acoustique, comme le retournement temporel ou renversement temporel, qui a été beaucoup développé pas loin d'ici, par les équipes de Fink et collaborateurs notamment. Ce n'est pas identique, donc il reste des travaux intéressants à faire, mais là, il y a beaucoup de choses qui sont reprises de la littérature, soit de l'optimisation, soit du retournement temporel. Et pour les plus spécialistes, le problème est auto-adjoint dans notre cas. Donc ça simplifie l'implémentation. Au lieu d'écrire 2 codes, il nous suffit d'en écrire un. Donc on peut faire un peu feignant, et c'est pas plus mal, enfin disons se concentrer sur la physique et pas passer du temps à trop écrire des logiciels. Voilà comment ça marche en pratique. Ici, c'est avec des collègues de Princeton aux États-Unis, un tremblement de terre réel enregistré en noir. Il y a 3 composantes parce que c'est un vecteur déplacement, donc c'est le déplacement du sol, mais il y a 3 déplacements, vertical, horizontal, dans les 2 directions horizontales. Au départ, on fait un calcul sur un modèle faux, pas mal faux, et on a les courbes rouges, ça ne colle pas du tout. Et puis on va itérer, vous voyez, le noir ne bouge pas, le noir c'est des vraies données du vrai tremblement de terre, mais petit à petit le rouge va se rapprocher du noir. Et donc à la fin, le modèle qui aura donné ces courbes rouges, il représente beaucoup mieux la réalité. Dit autrement, c'est un peu comme quand vous faites une échographie médicale et que vous voyez l'image grise pixelisée à l'écran, mais là c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Et cette image, elle est meilleure que l'image que vous aviez au départ. Vous avez amélioré votre connaissance physique de l'intérieur de la Terre. Alors, pour saluer les progrès faits par la communauté et les collègues au niveau de l'instrumentation, en géophysique, mais c'est vrai aussi en médical, c'est vrai aussi en contrôle non destructif, les gens qui travaillent sur les instruments d'acquisition ont fait des progrès fantastiques, il n'y a pas que les gens qui font du calcul ou des ordinateurs, et ça se combine de plus en plus. Donc vous voyez, ça c'est des réseaux de stations d'enregistrement qui ont été mis en Europe, en Chine, au Japon. Il y a tellement de points ici qu'on a du mal même à distinguer les endroits où il n'y a rien. Les États-Unis. Donc moi, je ne suis pas expert de ça, je suis juste utilisateur, mais la communauté est assez soudée et les données sont en accès libre la plupart du temps. Et donc, ce qui est important de préciser, c'est qu'en fait, maintenant, ces 2 thèmes se combinent et on n'a pas seulement le calcul haute performance qui est important, c'est-à-dire on me donne un problème, je le calcule vite, mais il faut aussi que je puisse
inclure dans ce problème des volumes de données extrêmement élevés. Alors ça, il y a beaucoup de travaux qui viennent notamment de la météo, parce qu'en météo, même au cours du calcul, vous avez de nouvelles données qui arrivent, donc c'est ce qu'on appelle le thème de l'assimilation de données. Donc maintenant, il existe des gens qui parlent, alors il y a l'expression consacrée, les grosses données, enfin en anglais big data, ça c'est le mot-clé à la mode. Un autre mot-clé qui apparaît, c'est high performance data analysis, c'est-à-dire c'est plus que seulement le calcul, on enlève un peu l'aspect calcul en disant le calcul, ce n'est pas un détail, mais il faudrait que ça le devienne, que ça soit un peu une boîte noire intelligente dont on connaît l'intérieur, donc une boîte semi-noire. Et par contre, il faut que l'analyse de données soit ce qui va nous apprendre des choses sur la physique. Donc voilà, ces deux domaines sont en train de converger, et à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, mais l'avis de la communauté, c'est qu'il y a 10, 15, 20 ans de travail super intéressant qui va aller dans cette convergence, plus tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning et tous les mots-clés à la mode. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Chez les pétroliers, donc les pétroliers, ils sont riches et ils n'ont pas tant que ça de zones où ils peuvent encore trouver du pétrole. Beaucoup des zones faciles ont été trouvées, sont en exploitation, voire sont vides. Donc maintenant, ils doivent aller dans des endroits difficiles. Donc il faut absolument qu'ils fassent des images très précises parce que les endroits où ils vont sont très compliqués. Et ils arrivent parfois à faire des campagnes d'acquisition en mer, ou à terre, d'ailleurs c'est plutôt souvent en mer, où ils ont 5000 sources et 50 000 capteurs. Donc si vous faites le produit 5000 par 50 000, fois toute une série temporelle, vous voyez le nombre, la quantité astronomique de données. Donc on peut être parfois, je pense, en pétaoctets. Donc c'est des nombres très très importants. Parfois les données sont tellement belles d'ailleurs que juste en regardant les données brutes, on arrive déjà à voir des objets. Ça pour les gens comme nous, c'est un peu déprimant parce que il y a peut-être plus tant que ça de travail d'analyse à faire. Trop de redondance, mais bon. Et après, alors du point de vue technique, là je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a encore un peu des batailles, ou pas des batailles, mais il faut un peu batailler avec son code pour quand même... ces calculs 3D restent chers. Donc initialement, les gens tentaient, par exemple, je vous ai dit qu'il fallait réduire une fonction écart, et donc qui dit réduire une fonction écart dit calculer le gradient de cette fonction et voir dans quelle direction de descente il faut aller. Et donc, si vous prenez un livre de base d'optimisation, vous pouvez concevoir une technique de descente, méthode type gradient ou gradient conjugué. Ça va vous donner la convergence, mais lentement. Et en fait, quand même sur les plus grosses machines européennes, américaines, japonaises ou chinoises, ça va donner un nombre de millions d'heures qui va être très élevé. Donc par rapport à l'introduction où il était évoqué comment faire entrer 1 million d'heures dans une année qui en compte 8000 ou je ne me souviens plus combien. 760. Voilà, exactement, merci. Et bien en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plein d'ordinateurs à la fois, donc on multiplie le temps, mais aussi on essaye quand même encore de réfléchir et de dire que si je peux atteindre ce point de convergence en 50 itérations au lieu de 200, ben ça me coûte directement 4 fois moins cher. Donc voilà, il existe des algorithmes comme ça, sophistiqués, qui viennent du domaine de l'optimisation, dans lesquels on va quand même encore de nos jours chercher à sophistiquer un peu l'algorithme. Alors ça, peut-être que dans 10 ans, il n'y en aura plus besoin, qu'une méthode stupide de base suffira, ou peut-être que comme on aura déjà programmé ces méthodes sophistiquées, on pourra aussi quand même les garder. Après tout, même si vous pouvez gaspiller et payer le prix, des fois, ça peut être quand même intelligent de ne pas gaspiller. Il y aura un débat peut-être écologique. Il faudrait regarder là, la consommation électrique. Il y a des choses comme ça qui vont commencer à jouer en disant, après tout, bon, si on peut faire pas cher, autant en faire pas cher. Sauf si vous voulez faire passer un gros projet, et ça fait impressionnant, mais enfin, impressionner, c'est rarement une bonne idée. Alors donc, troisième aspect, et ça je l'ai fait exprès, je mets un troisième aspect sur lequel on réfléchit encore à ne pas gaspiller. Il nous arrive encore d'être à des problèmes d'imagerie, par exemple dans toute la Terre, où c'est trop cher pour passer, même avec nos logiciels optimisés, même sur les plus grosses machines du monde. Alors les très hautes fréquences dans la Terre, ça peut faire rire ceux ici qui sont habitués à d'autres échelles du laboratoire, mais 1 Hertz, par exemple, c'est le Graal dans ce domaine-là, c'est une extrêmement haute fréquence parce que le modèle fait 12 000 km de diamètre. Donc bon, il faut tout ça, comme l'équation linéaire, tout ça, ça scale et on pourrait prendre une Terre de diamètre 1. Mais disons qu'aller à très haute fréquence, en l'occurrence 1 Hertz dans toute la Terre, pour l'imagerie, ce n'est pas encore faisable. Donc là, il y a des équipes comme la nôtre, on n'est pas les seuls, il y en a aussi ici, il y en a à l'étranger. On essaye de coupler en fait des endroits où la Terre est bien connue ou alors où on ne s'intéresse pas à faire une image à ce moment-là, et une zone d'étude qu'on a choisie, par exemple les Pyrénées ou l'Italie centrale parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre, ou la Grèce,
une zone comme ça où on se dit, nous, on veut vraiment faire une image très nette de cette région qui est à l'échelle du globe de petite taille ou de taille modérée. Ben, comment on peut faire? On peut essayer de dire, et où il n'y a pas de tremblement de terre, parce qu'éventuellement, voilà, il y a des zones calmes, comme les Pyrénées, heureusement, il n'y a pas des tremblements de terre, des gros, très souvent. Donc, si on veut des ondes qui arrivent, elles vont arriver de tremblements de terre qui se passent ailleurs, au Japon, n'importe où, enfin, un peu partout ailleurs dans la Terre. Donc là, on peut essayer de faire un propagateur, une méthode pas chère, assez réaliste, mais moins chère dans le reste de la Terre, et faire de l'imagerie seulement dans cette petite boîte où il y aurait les Pyrénées. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle du couplage de code, en fait. On va coupler cette technique d'injection avec une inversion chère, mais dans une boîte de petite taille. Donc voilà, ça donne ça. Si on fait ça, on arrive à, du coup, avoir la zone d'étude dans laquelle on injecte les ondes, et puis après, toute l'inversion se passe là-dedans. Et ça fonctionne. Donc ici, c'est un exemple d'un saut de forme de l'interface entre la croûte et le manteau terrestre sous les Pyrénées. On n'a pas dessiné les montagnes, mais c'est sous les montagnes. Il y a un saut comme ça. Donc ça, c'est le modèle qu'on injecte, qui est connu. Là, on fait un test pour voir si la technique fonctionne. Donc ce modèle est connu. Et par notre technique, en 5 itérations de notre technique d'inversion de forme d'onde, on restaure pas trop mal et on pourrait itérer plus et ça s'améliorerait. Alors qu'avec des techniques classiques, on est parti sur un modèle très lisse qui n'a rien à voir avec ça. Et une fois qu'on est parti là-dessus, on ne reviendra jamais. Une fois que le système a dérivé vers un modèle qui devient faux, il va pas retomber sur ses pieds. Donc il y a un avantage certain à faire ce genre de choses. Et donc, à nouveau, hein, les collègues qui font de l'instrumentation, ils vont sur le terrain et ils truffent ces zones de plein de capteurs. Donc là, ils sont en train de nous ramener des données splendides. Et il y a un peu deux communautés qui travaillent ensemble. Ceux comme moi qui, malheureusement, par manque de temps ou parce qu'ils font autre chose, ne vont pas sur le terrain, mais font confiance à des collègues très bons qui, eux, vont sur le terrain et ne font pas forcément d'imagerie. Et on travaille ensemble. Et après, nos images, ils les interprètent. Et voilà donc un exemple d'interprétation qui intéresse les pétroliers, puisque dans ces zones de formation de chaînes de montagne, il peut y avoir des pièges à hydrocarbures, donc les pétroliers sont très actifs notamment. Et ce projet qui au départ était académique, d'études des Pyrénées, malheureusement là l'image est un peu pixelisée, désolé, mais ça permet de faire des cartes géologiques très précises de la structure, et des pétroliers peuvent être intéressés de savoir comment ces zones se sont formées, ici ou à l'étranger, et de savoir éventuellement où il pourrait y avoir des hydrocarbures piégés. Donc ils financent assez massivement ces zones d'études, pas d'inquiétude, hein, ce n'est pas pour aller exploiter du pétrole dans les Pyrénées, mais c'est pour apprendre comment le faire et pouvoir l'appliquer à d'autres régions plus prometteuses ou plus riches. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à l'échelle de tout un pays. Donc ça, c'est une illustration à nouveau de la puissance des ordinateurs, en prenant l'ordinateur Curie, qui est ici en banlieue parisienne et qui est géré par GENSI, qui est l'organisme national de calcul intensif en France. Ils nous ont donné une allocation européenne de grande taille qui nous a permis de faire une image de tout un pays à très haute résolution. Donc on a pris tout le catalogue de tous les tremblements de terre jamais enregistrés de mémoire pas d'hommes, mais de mémoire d'instruments électroniques en Italie. Et avec ça, on a pendant une année, donc la machine a tourné en permanence une partie de la machine pour nous pendant un an, et ça nous a permis de faire une image du sous-sol italien, ce qui a des conséquences après, puisque avec tout ce qu'on a vu à la télé, tous ces désastres en Italie centrale ou en Italie du Nord, plus on connaît la structure, plus on est capable de mieux construire, de savoir où ça peut casser plus tard, où le stress, où la contrainte mécanique a pu s'accumuler. Et pour finir, je vais vous présenter des projets qui sont plus récents, parce qu'il y a quelques années, je suis passé d'un laboratoire de géophysique à un laboratoire d'acoustique, où mes collègues, on fait quand même de la géophysique, mais mes collègues font aussi de l'acoustique industrielle. Donc ça, les équations sont les mêmes, puisqu'on est en équation linéaire, il suffit de faire un changement d'échelle. Tout ce qui est viscoélasticité devient important, dissipation, et puis il y a des techniques ici c'est un morceau de béton qu'on va contrôler avec une onde acoustique. Tous ces petits cailloux là dans le béton vont agir en faisant des diffracteurs multiples dans la structure. Donc c'est la particularité de ces contrôles difficiles, c'est qu'il est facile d'accéder au site. Vous allez sur un monument en béton, enfin un pont ou une centrale électrique, vous mettez des capteurs, vous envoyez une onde, mais l'écho qui va être créé par toutes ces pierres-là, vous voyez, il est extrêmement complexe. Mais ça, il se trouve qu'en sismologie, pas moi, mais des collègues travaillent beaucoup sur ce qu'ils appellent la coda sismique, qui est ce signal très compliqué dans les milieux comme ça, très fortement hétérogènes. Donc il y a des parallèles à faire. Donc on essaye de commencer à importer ces techniques de sismo, pas que nous, hein, mais la communauté, disons,
à ces problèmes de contrôle. Et le CEA, lui, pour le contrôle des réacteurs nucléaires à sodium, il s'intéresse aussi à contrôler la sortie d'un réacteur à sodium par des ondes acoustiques. Donc ici, vous avez un doigt de sortie du réacteur, un tuyau de sodium chaud. On envoie des ondes acoustiques et en fait, ici, on essaye de regarder tout ralentissement ou toute accélération du flot de sortie et de la température. Parce que si une température augmente anormalement ou si le flot commence à s'arrêter, ça peut être le signe d'un problème, qu'une pompe ou quelque chose n'a plus fonctionné. Dans ces cas-là, il faut l'arrêter et la réparer. Pas forcément grave, hein, mais il faut passer en maintenance. Donc ce monitoring dans le sodium liquide se fait aussi beaucoup par méthode acoustique. Et pour conclure, le dernier cas sur lequel on commence à travailler, c'est le cas de l'imagerie médicale. Donc ça, il y a beaucoup d'équipes à Paris qui sont en avance sur nous, mais on se dit que, par exemple, dans le cas des os de la jambe, le tibia et le péroné, où il est difficile d'avoir des images bien séparées, et les médecins sont intéressés de savoir un peu la structure entre les deux, parce que je ne suis pas médecin, mais des pathologies, quand c'est pas comme ça, c'est pas normal, enfin, je résume avec mes mots. En fait, on peut importer aussi des images. Vous voyez, ça, c'est une image qu'on a sortie récemment d'une paire tibia-péroné par imagerie inspirée de l'imagerie sismique. Ça marche extrêmement bien. Il y a des choses à adapter, parce qu'au lieu d'avoir des capteurs seulement à la surface, on a des capteurs tout autour de la jambe. Donc il y a beaucoup de choses à changer, ça on aime bien. Quand on peut importer des techniques qui marchent, mais s'amuser à les adapter avec une nouvelle communauté, c'est super. Donc en conclusion, les travaux futurs, je pense que ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui, c'est qu'on sait de nos jours construire des outils numériques puissants de modélisation pour calculer la propagation. Quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est la communauté, moi y compris, mais c'est beaucoup de gens. Hein. Pour l'imagerie, on commence à savoir faire, mais ça reste encore cher. La modélisation, c'est quasi gagné. L'imagerie, ça reste plus compliqué et cher, mais ça commence à bien marcher. On peut imager la forme complexe des milieux, leurs hétérogénéités, avec les très grosses machines, et pour ça, on est notamment très bien équipé en France et en Europe, on peut aller à très haute résolution. Il est crucial encore pour, je ne sais pas, au moins 10 ans, enfin, ne parlons pas de période, c'est dur de faire des paris, mais pour le futur, proche de faire du calcul haute performance. Future tendance, passer à haute fréquence en acoustique sous-marine, détecter des objets enfuis. Une petite limitation que j'aimerais mentionner, c'est que maintenant, il est devenu parfois sur certaines machines en France un peu difficile d'y accéder, malheureusement, avec ce qu'on appelle les ZRR, qui sont des zones de restreinte. Enfin, il faut des autorisations pour les étudiants non européens pour accéder à ces machines. Ça devient problématique. Je sais que dans mon groupe, maintenant, on fait plus que 15 ou 20% de nos calcul en France, le reste pour nos étudiants chinois et japonais notamment, on doit passer à l'étranger. C'est un petit problème politique qui serait bien de régler parce que c'est dommage, on a de très belles machines et parfois on n'a pas l'autorisation. Nous oui, mais enfin bref, il y a un peu des frontières qu'il faudrait peut-être enlever. Mais bon, c'est pas... voilà, je vous remercie. Bien, on va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Olivier Perronneau. Oui, alors, le problème de l'évolution de l'architecture des ordinateurs, on nous annonce des millions de processeurs. Tu as pris une option où tu as des matrices à inverser. Oui. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir continuer la course? Alors, je pense que oui, parce qu'on est parti sur l'approche temps. L'approche fréquence aurait été plus compliquée. Cela étant, oui, effectivement, le fait maintenant d'avoir pris des tâches parallèles et où on avait pris comme hypothèse de base qu'une tâche parallèle serait portée par un processeur, ça c'est fini. Et effectivement, que ce soit sur les cartes graphiques ou sur les nouvelles générations de processeurs, c'est plus compliqué. Donc là, en fait, on était un peu coincé parce que quand tu es dans un laboratoire CNRS de mécanique, c'est pas évident d'embaucher un informaticien sur le long terme parce que c'est pas le lieu. Donc ce qu'on a fait, c'est de définir des collaborations en fait avec des informaticiens en essayant de leur pas repasser la patate chaude, mais d'essayer de se baser sur des bibliothèques de fonctions qu'eux créeraient. Je pense pas que nous... Si tu veux, la réponse à ta question pour moi est oui au niveau de la communauté. Non à mon niveau personnel, parce que je n'aurai pas le temps de mettre mon équipe sur les développements informatiques bas niveau requis. J'espère que des informaticiens arriveront à nous sortir des systèmes. Et je suis assez optimiste parce qu'on peut le voir autrement. S'ils n'y arrivent pas, qui va pouvoir bien se servir de ces machines pour faire de la physique? Donc,
Il y a quelques années, j'aurais été plus sceptique, et là, j'ai l'impression que beaucoup de gens disent, bah, de toute façon, on n'y passera pas tant qu'elles ne seront pas relativement simples à utiliser, et que donc, les collègues informaticiens sont assez intéressés parce que eux qui développent des façons de programmer ces machines qui sont souvent très jolies, très sophistiquées, j'ai remarqué qu'ils sont aussi souvent à la recherche d'une belle application à la fin pour justifier leur travail. Donc pour l'instant, voilà, on l'a traité comme ça. Après, je ne sais pas si tu as de ton côté sur les aspects plus maths-appli, ça coince aussi. Chez nous, ça coince un peu, oui, sur les toutes nouvelles générations. Pour l'instant, nos codes passent pas super bien à l'échelle. Je n'avais pas pensé en parler aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va compter dans les prochaines années. Je n'ai pas de solution, je sais que le problème existe. La seule chose, c'est que ça peut obliger à réécrire complètement. On a vu que les météorologues étaient quand même pas mal arrêtés par ces problèmes-là. Oui. Ils ont fait un bel effort, ça va mieux, mais bon, est-ce que des équipes qui ne sont pas aussi grosses comme la tienne vont pouvoir résister? Ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, alors il y a une équipe en Suisse qui réécrit des codes similaires aux nôtres dans des nouveaux langages, soit en Python, des choses comme ça, plus flexibles, qui peuvent se baser massivement sur des bibliothèques de fonctions. Donc eux, leur pari, c'est de réécrire en une sorte de métalangage et d'appeler des fonctions, et plus le temps va passer, plus ces fonctions seront sophistiquées. C'est leur pari. Je pense que c'est un bon pari. Effectivement, dans des structures de taille moyenne comme les nôtres, on n'a pas la capacité de faire ça. Cela étant, alors là, je vais me faire un peu une contre-pub, mais ce n'est pas forcément très grave. Nous, notre logiciel, on n'y est pas spécialement attaché. Si demain, celui des Suisses, qui est mieux écrit, fait la même chose avec un langage plus flexible, on prendra le leur, on le citera. Parce que dans ce que j'ai montré, en fait, nous, de plus en plus, on va vers de la physique sur l'imagerie. Et l'outil qu'on va utiliser, c'est une boîte noire, à la limite, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est ouverte, maintenue par des gens professionnels qui savent travailler et qu'elle est disponible sur Internet, ça nous va. On sera un peu triste si notre logiciel meurt, mais on est passé un peu à la phase après purement le logiciel et plus maintenant imagerie et compréhension des images, parce qu'après tu as une image, il faut aussi faire beaucoup d'interprétation. Donc je pense qu'émergera probablement quelque chose de réécrit dans notre communauté aussi. C'est les signes que je vois, donc ça confirme ce que tu dis. Une question encore. Moi, j'avais une petite question dans la restitution des signaux, tout à l'heure, des signaux sismiques qu'on a vus. Le début est très bien représenté, la fin l'est beaucoup moins. Quelle est la raison de cette situation? Souvent, dans ces milieux-là, en fait, il n'y a pas une couverture forcément uniforme des données. Donc, il peut y avoir des régions où il n'y a pas beaucoup de tremblements de terre, des lacunes sismiques. Donc là, ça dépend du catalogue de tremblements de terre qu'on a. Il ne vient pas des tremblements de terre depuis tous les azimuts. Ou alors, là, c'est peut-être des travaux un peu anciens où la couverture par les instruments n'était pas encore suffisamment dense. Troisième possibilité, là c'était un exemple vers Los Angeles, il y a pas mal de stations qui peuvent être bruitées par le bruit anthropique en fait. Quand on est souvent, les endroits qu'on veut utiliser, c'est des endroits qui sont peuplés, et quand ils sont peuplés, il y a du bruit. Donc là, c'est des travaux qui avaient été surtout faits par mes collègues de Princeton, mais ça date un peu, je pense qu'ils font mieux maintenant, mais effectivement, je pense qu'il y avait ces trois effets un peu combinés. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.